10 explorateurs qui avaient une autre mission, l'invasion des missionnaires. Ça vous étonne si je parle d'invasion missionnaire? Parce qu'ils n'ont pas demandé un visa au Moami Mwedigisabo. Il y aura le rôle des porteurs dans la mission des Européens au Burundi. Nous aurons la conférence de Berlin qui a commencé en 1884 et ses conséquences. Nous aurons l'occupation allemande et le procès ou le traité de Kiganda. Nous aurons la politique de diviser pour régner du gouverneur von Rothenberg. Il est toujours allemand. Il y aura la conséquence de l'invasion allemande au Burundi. Et par après, il y aura cette fois-ci les fondements de la réorganisation administrative de 1925 sous la colonisation belge. Il y aura l'invasion belge à partir du Congo. J'ai écrit Congo avec K parce qu'avant l'arrivée des Européens, Congo c'était avec K, ce n'était pas avec C. Il y aura également la réorganisation administrative du Rwanda au Burundi, je vous en ai parlé déjà. Et puis il y aura les conséquences directes de la loi du 21 août 1925. Et enfin, nous allons voir l'invasion des explorateurs. Et je vais vous dire que tout commence par le siècle des Lumières, où en Europe il y avait l'essor industriel et les Européens cherchaient un marché d'approvisionnement, bien entendu, et un marché d'écoulement. Pour les pays européens, l'Afrique pouvait faire cette affaire. Le continent était considéré comme terra nihilus, c'est-à-dire une terre sans maître, selon la conception des Européens. Ça, c'est Léopold II qui le disait en 1884 lorsqu'il voulait s'approprier du Congo. Ils voulaient également, les Européens, découvrir la source méridionale du Nil qui faisait vivre l'Égypte durant des années. Après une longue préparation, Richard Bilton et John Hanning Speke débarquent cette fois-ci à Zanzibar en 1857 et découvrent le lac Tanganyika en 1858. Vous verrez une plaque à Nyanzarake où ces gens se sont rencontrés. Je vous signale en passant que tous les explorateurs, selon les écrits que j'ai déjà feuilletés, étaient tous des militaires convertis. Pourquoi ils étaient des militaires? David Livingstone et Henry Morton Stanley, toujours soutenus par la compagnie Royal Geographic Society, stationnaire à Kabezi, c'est à Mugere, du 25 au 27 novembre 1871. Ils ne se sont pas rencontrés à Mugere. Ils se sont rencontrés plutôt à Kigoma et ils sont venus ensemble. Oscar Baumann a effectué une mission dite du comité anti-esclavagiste allemand dont l'objectif était de prospecter l'itinéraire d'un futur chemin de fer entre les côtes et les lacs. C'était en 1892. Par après, il y a eu la deuxième vague des Européens. La première vague, c'était ces explorateurs ou, en d'autres termes, ces espions qui cherchaient l'information en fait de donner rapport aux dirigeants européens. L'arrivée des missionnaires commence par la Société des Pères Blancs
d'Afrique centrale du cardinal Francis Charles Martial Lavigérie. Vous connaissez la maison Presse Lavigérie. C'est cet homme-là qui a envoyé à Rumongue Toussaint Denio, Joseph Ogier, Henri Delaunay et Théophile Dromo, accompagnés par un sergent belge, Doupe. Des pères dont je viens de citer, pères et frères, Ogier Joseph d'Aubély, Denio Toussaint de Nantes et un auxiliaire belge, le sergent Félix Doupe, sont tombés sous les flèches et les lances le 4 mars 1881 par les guerriers d'Obikari et de Rumongue, appuyés par Mwenyeheri alias Rumaliza. Ces gens, ces pères blancs, avaient fait une guerre contre Rumongue et Bikari, qui étaient les princes de Rumongue, de la localité de Rumongue, d'où aujourd'hui on appelle Rumongue. Rumongue, c'est le nom de ce prince. Ils ont tenté de s'installer à Bujumbura par après. C'était le 17 mars au 19 octobre en 1884. Là aussi, les Batouars et représentants d'Imoami Gisao les ont chassés. C'était à la place dite Saint-Michel. Ils ont rebroussé chemin et sont revenus au royaume du Burundi par l'est à Muyaga, actuellement la province de Cankuzo. En 1896 et 1898, les autres missionnaires qui, autour des pères blancs toujours de nationalité néerlandaise, Johannes Michael van der Boekt, c'était un monseigneur, ont entrepris de pénétrer dans le pays par l'Est en fondant au Kumoso la mission de Misugi et de Muyaga. Ils ont été combattus par le prince vaillant, le prince Muzazi, et ils ont dû leur salut à la conquête allemande, et la mission de Muyaga avait été incendiée 2 fois. La première fois le 14 août 1898 et la deuxième fois le 18 mars 1899. Et cette mission est renée, définitivement de ses cendres le 13 mai 1899. Alors, le cardinal Lavigérie, qui était installé en Algérie, a donné un message aux missionnaires qui sont venus au Burundi. Je cite: « Ces gens ne sont pas commodes et ils ont déjà mis à mort il y a quelques années 3 des nôtres, mais ce n'est pas pour vous troubler. » Il était en train de les préparer que Abarundi bajya bakaravye. Eh bien, il faudrait vous installer au centre du pays. C'est pour cette raison que ils ont visé Mugera. Pourquoi? Parce que Mugera, c'était le centre névralgique du Burundi. C'était Mugera, la Mecque pour les musulmans, et c'était le Vatican pour les catholiques. C'était également le siège, le palais d'Honoré Rugamba, où est né Mwezi Gisabo et Twarereye. Ces missionnaires qui sont venus au Burundi, ces explorateurs qui sont venus au Burundi, on peut poser une question. Comme il n'y avait pas de GPS, comment ils se sont dirigés au Burundi? Eh bien, ils arrivaient à Dar es Salaam, ou Zanzibar,
et ils achetaient des Barundi qui étaient devenus des esclaves. Il y a eu des milliers de Barundi qui ont été des esclaves et qui étaient vendus à Dar es Salaam ou Zanzibar. Et ils achetaient les Barundi qui connaissaient déjà le Swahili pour les guider jusqu'au Burundi. Ce sont alors ces missionnaires, les explorateurs ou encore les colonisateurs, ils sont arrivés au Burundi, comme je le disais, guidés par ces gens. C'est eux qui connaissaient bien les sentiers par lesquels il fallait passer. Au Burundi, il n'y avait pas encore aucune route. Ils ne se déplaçaient pas, ils ne se déplaçaient que par sentiers et lacs, car aucune route n'était tracée au Burundi. Et tous ces porteurs étaient des esclaves achetés et bien sûr des porteurs qui n'étaient pas du tout payés. Tout porteur incapable de continuer le chemin était laissé à lui-même là où il était incapable et le chemin continuait. Ce tableau, c'est juste une image de vous montrer ces explorateurs et ces missionnaires qui sont venus, combien de porteurs ou d'explorateurs ils en ont pris. Richard Francis Burton a pris 132 en 1857, Speke a pris 176, Stanley a pris 200, encore une fois Stanley a pris 230, la deuxième caravane des Pères Blancs, ils ont pris 460, Oscar Baumann a pris 220, le comte von Gotzen en a pris 239, Scott Elliott en a pris 40. Et voilà d'autres. Le père, non plutôt le monseigneur, Van der Bocht en 1898 a pris 86, Kant a pris 175, et c'est juste pour vous montrer combien de gens ont travaillé comme porteurs. Cette fois-ci, la troisième vague, c'était la colonisation. Les explorateurs ont donné rapport, les missionnaires ont préparé les âmes et les esprits des Barundi pour accueillir la colonisation, et les Allemands sont venus en 1896. C'était quelle date? C'était le 29 janvier 1899. Le 29 janvier, ce sera demain. L'idée de la colonisation, du colonialisme allemand, serait venue alors d'exploiter, à l'instar de Friedrich, militaire reconverti en médecin, qui a parcouru presque toute l'Afrique depuis le 28 novembre 1859 jusqu'en 1881. Il a donné rapport à l'Allemagne que l'Allemagne était finalement retardataire dans la colonisation, qu'il fallait profiter de coloniser l'Afrique étant la première puissance. Là, je vais vous montrer les guerres d'agression qu'ont subies Mwezi Gisabo et les Barundi. Le commandant des forces coloniales Afrique allemande était von Trotta et son adjoint était Robert von Betz. Dans la première invasion, le 29 janvier, il y avait 3 blancs. D'autres étaient des Barundi. Vous voyez, il y avait 112 askaris et 120 porteurs. Ils ont attaqué le Burundi par Kajaga et ils ont progressé. En 1889, l'expédition allemande était constituée de 4 Européens, le capitaine Beth, le premier lieutenant von Grauert, le médecin militaire Feldman et le sous-officier Limpen. Il y avait 60 tirailleurs, askaris, et lorsque je parle d'askaris, ce n'étaient pas des Burundais, c'était plutôt certains Arabes et d'autres Tanzaniens qui ont été entraînés en Tanzanie. La guerre d'agression ou guerre de conquête
En 1899, Von Beth s'efforce de réduire Mwedigissabo. Il brûle plusieurs de ses enclos, des milliers de guerriers, ça c'est le rapport, autour de 2000 Vadasigana. Vadasigana comprenait la force armée de Mwedigissabo, sont tombés sous les balles des mitrailleuses en 3 jours. Von Grauert, adjoint de Von Beth, va punir Muzazi, ça c'est à l'est, à Muyaga, et de retour, il a tué le prince, le fils d'Imwami, Machumu, c'était à Gihinga. Le bilan de cette attaque est de plus de 400 bovins et de 2000 têtes de petites bétail et d'une caravane de 3 km de long, composée tous ces impedimenta. Ça, c'est le rapport qui a été envoyé en 1899. Von Beth, dans ton moqueur, il dira ceci. C'était de la folie. Ils ont eu ainsi plus de 300 morts, mais vraiment, ils étaient braves. La chronologie des attaques. Comment les attaques se sont poursuivies? Le 3 juillet 1999, Von Grauert entre avec 26 prisonniers et ne connaîtra pas leur sort. 83 bêtes volées et un grand nombre de chèvres. Les ennemis, entendez les Barundi, ont perdu 60 hommes tués. Le 4 juillet, la patrouille commence à brûler toutes les maisons du pays de Muzazi, ça c'est à l'est, jusqu'à sa soumission le 23 juillet 1899. Sa soumission sera acceptée sous condition de payer 40 vaches, dont 20 pour la mission de Muyaga et 20 pour le gouvernement, 80 chèvres, dont 40 à la mission de Muyaga et 40 au gouvernement, et une amende de 800 arbres à la mission qui a été incendiée. Ceci montre la collaboration étroite de la mission catholique avec l'invasion allemande. Muzazi n'a pas payé directement ses amendes et il a été menacé de mort s'il ne s'exécutait pas au 31 août 1899. Qui vérifiait que l'amende est payée? C'était les missionnaires catholiques. Les pères blancs de Muyaga étaient chargés de faire ce travail. Le 30 avril 1903 débute alors cette fois-ci, ce n'est que mon commentaire, la solution finale. Dans leur progression vers le sud des domaines royaux, les militaires allemands procèdent aux razzias systématiques du bétail, 317 bovins et des centaines de chèvres. Et le 23 mai, le 30 avril plutôt, débute l'offensive contre les capitales de Muramvya, au cœur même du royaume. Et dans leur progression vers le sud des domaines royaux, les militaires allemands plutôt procèdent aux razzias. Je le disais. Le 23 mai, les troupes allemandes se dirigent vers la capitale royale. Le chef Warigono, c'était le petit frère de Machoncho, travaillait et pour le Mwami Mwedigissabo et pour Machoncho et pour les Allemands. Le 24, l'attaque de Gahondo. Gahondo, c'était le langage swahili, mais c'est Gahondo aujourd'hui, c'est dans la commune de Ndava, se transforma en un affrontement avec les partisans de Mwezi, plusieurs guerriers
de Mwezi, y compris son cuisinier Bihome, il laissèrent la vie. Bihome sera baptisé le Mutabazi du Moami. Le 30 avril débute alors l'offensive à Muramvya, je l'avais déjà dit. Après que Bihome a été tué, Bihome avait accepté de porter les habits du Moami pour que les ennemis le confondent avec le Moami. Il a été tué. Et le Moami par après accepta de négocier parce que les missionnaires lui avaient dit qu'il ne sera pas tué. Les négociations ont commencé le 31 mai 1903 et ont pris fin le 6 juin 1903. Ce ne sont pas des négociations comme telles, c'est plutôt un procès lorsqu'on regarde le déroulement de ce travail, parce qu'on a convoqué Mwezi Gisabo avec toute sa suite, Machoncho et sa suite, et Kilima et sa suite. C'était un interrogatoire pour s'assurer qui réellement parmi les trois était le vrai fils du Moami Nalelugamba. Et par après, ils ont constaté que Mwezi Gisabo était le vrai fils du Moami, mais ils ont dit, quand bien même vous êtes le fils du Moami, vous nous avez combattus et on doit vous demander de payer l'amende. J'ai parlé de traité plutôt de procès, parce que je n'ai jamais vu un traité où il y a une amende à payer. Ici, parmi vous, vous avez signé des traités, mais je pense qu'en aucun cas, vous avez payé des amendes. Et donc, c'était un procès intenté contre Mwezi Gisabo. Et puis, je remercie l'Allemagne qui a déclassifié les archives. J'ai ce document dont on dit que c'est le traité. C'est un document qui n'est pas signé, un document de 11 pages qui n'est pas signé, qui n'a pas de paraphe, qui a été envoyé par von Behring le 4 janvier 1904. Est-ce qu'un document n'est pas signé? Je vous ai parlé de la signature, et moi je l'appelle le procès. Et maintenant, quelles sont les conséquences de cette occupation? Il y a eu perte de la souveraineté du royaume du Burundi, le royaume divisé en 3 parties. Il y aura le Burundi qui est devenu un protectorat d'un pays étranger, soumis. Plus de 10 000 Barundi tués depuis l'invasion jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y aura 1066 vaches qui ont été pillées et 2021 chèvres jusqu'à aujourd'hui dans nos recherches. Des milliers de maisons brûlées. La famine est devenue chronique suite au pillage, la mise à mort et la fuite de la main-d'œuvre active. L'armée allemande a remplacé celle du Moami. Le royaume du Burundi a perdu son droit de parole dans le concert des nations. Et avec l'invasion allemande, le roi n'avait plus le dernier mot. Un cimetière des Allemands en mémoire de ces Allemands tombés sous les balles des Belges est entretenu, mais pas pour les Barundi tués des deux côtés, côté allemand et belge. J'entre maintenant à la colonisation belge. Les fondements de la réorganisation administrative de 1925, et je commence par l'invasion par les Belges dirigée par Pierre-Éric Mans, âgé de 26 ans à l'époque, en 1916, qui a chassé les Allemands. Le Burundi a été occupé militairement de 1916 à 1918 et par après, il est devenu
sous une administration civile et provisoire belge, le Rwanda-Urundi est devenu sous mandat en 1919 jusqu'en 1924, qui était un territoire placé sous l'administration belge par la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Le Congo, le Rwanda et l'Urundi en 1925 jusqu'en 1962, avec le Direct Rule et le Divide et Impera, par la réorganisation administrative du Rwanda-Urundi, qui a été concrétisée par l'arrêté royal du 21 août 1925. Et cet arrêté royal rattachait le Burundi et le Rwanda sous la colonisation belge, et le Burundi et le Rwanda dépendaient désormais des lois qui étaient édictées sous la colonisation du Congo, l'État indépendant du Congo. Ça, c'est juste vous montrer l'invasion allemande belge, qui sont venus avec 720 officiers et sous-officiers belges, 12 000 soldats congolais, accompagnés de plus de 8 000 porteurs par rotation, et souvent de 6 mois, ce qui fera au total 260 porteurs pour toute la guerre qui vont combattre au lac Tanganyika, plutôt au Tanganyika, c'est l'actuelle Tanzanie. Ça, c'est un article de François Lickmans, le petit-fils de Pierre Lickmans. Et après la Première Guerre mondiale, la Belgique ne pouvait pas coloniser parce qu'elle était guidée par la neutralité. C'était plutôt aux Alliés de reprendre le Burundi et le Rwanda et le Tanganyika, l'actuelle Tanzanie. Mais les États-Unis ne pouvaient pas coloniser car ils n'avaient pas signé le traité de Versailles. La Belgique a dû alors signer une convention avec les États-Unis, convention de cession, et la Belgique a été, plutôt le Burundi et le Rwanda ont été cédés à la Belgique. En toute violation de ces textes, cette convention a été signée. La SDN viendra pour bénir la convention. À partir du 21 août, je vous en ai déjà parlé, le Burundi sera dirigé de façon directe, c'est-à-dire que le résident du Burundi nommera directement les Batware et les princes, sans passer par le Mwami. Le Burundi formera désormais un vice-gouvernement général dépendant du gouvernement général de Léopoldville, c'était au Congo, et cette organisation administrative vient renforcer la mainmise sur le Burundi. Nous insistons sur cette réorganisation parce que c'était une réorganisation qui excluait les Bahutus, les femmes et les Batwa de l'administration burundaise. Et vous allez le voir dans d'autres communications, à partir de 1945, il y avait 0 Bahutu, 0 femmes et 0 Batwa dans l'administration du Burundi. Et voilà l'origine finalement des identités meurtrières sur fond ethnique. Avec la nouvelle administration, la réorganisation administrative aura créé, comme je le disais, des identités meurtrières et beaucoup d'écrits sur l'ethnicisation de la société burundaise, faussant ainsi la vraie identité des Barundi. Aujourd'hui, lorsque les gens me voient, ils se posent la question si je suis Muhutu ou Mututsi ou Mutwa, au lieu de se poser la question si j'étais Murundi. Alors, je vais terminer pour vous dire que au Burundi, je conclus, c'est bien de connaître notre histoire. Notre histoire nous permettra de connaître
de nous situer aujourd'hui où nous sommes et de pouvoir préparer notre avenir. Je conclus également pour remercier le Sénat du Burundi qui a commandité cette recherche. Je remercie également la Belgique et l'Allemagne via leurs ambassades pour avoir facilité la recherche, pour avoir déclassifié. Et je le note que maintenant, la majorité des archives sur le Burundi, que ce soit en Allemagne ou en Belgique, sont déclassifiées et du coup sont publiques. Je vous remercie.